Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Alors Laurence, ce week-end à Washington, les conservateurs américains se sont retrouvés pour leur forum annuel, la conférence CPAC. La conférence CPAC, c'est un rendez-vous qui existe depuis les années 70 et qui a une grande importance. On dit que c'est lors de l'édition de 2011 que la carrière politique de Trump a été lancée. C'était sa première participation et il y est beaucoup revenu depuis. Il était d'ailleurs encore cette année. Alors que le paysage politique se met déjà en place pour les présidentielles de 2024, on pouvait s'attendre à y voir les candidats républicains potentiels ou déclarés aux côtés de Trump. Si le néo-trumpien Ron DeSantis, gouverneur de Floride, n'est pas venu, Nikki Haley, l'ex-ambassadrice à l'ONU sous Trump et qui a déclaré sa candidature le 15 février dernier, était présente et ça ne s'est pas très bien passé, d'ailleurs vous allez nous le raconter. Mais d'abord, Laurence, est-ce que vous pouvez nous dire où en est le camp républicain ou le camp conservateur aux États-Unis en ce début de printemps? Est-ce que vous pourriez nous dresser un panorama des nouvelles idées et des nouvelles têtes de ce camp? Oui, alors pour dresser ce panorama, on va donc reparler de cette conférence CPAC. CPAC, ça veut dire Conservative Political Action Conference. Et la première CPAC a eu lieu en 1974, un petit moment d'histoire. On était alors dans les années 70 et le conservatisme américain était en pleine renaissance après des années 60 très agitées. C'est cette année-là, 1974, que Ronald Reagan a fait un discours très remarqué dans ce forum qui a lancé sa campagne pour les primaires républicaines de 1976. Des primaires qu'il a d'ailleurs perdues contre Gerald Ford. Gerald Ford qui perdra, lui, après contre Jimmy Carter, dont on a parlé dans un épisode récent. En effet, et cette année-ci, 2023 en tout cas, le CPAC était l'occasion de voir comment le champ politique républicain se présente alors qu'on commence à parler de plus en plus des présidentielles de 2024. Donald Trump est venu, vous l'avez dit, il a fait un discours de conclusion de 90 minutes avec des perles comme celle-ci. In 2016, I declared, I am your voice. Today I add, I am your warrior, I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution, I am your retribution. Not going to let this happen. En substance, il dit « En 2016, j'ai déclaré « Je suis votre voix ». Aujourd'hui, j'ajouterai « Je suis votre combattant, je suis votre justice ». Et pour ceux qui ont été floués ou trahis, je suis votre récompense. Trump se présente vraiment en sorte de sauveur biblique. Absolument, il y a des accents absolument évangéliques dans ses propos. Mais sur les 90 minutes, il a eu le temps de dire autre chose. Il a par exemple répété que le Parti républicain n'était plus partisan de la mondialisation aujourd'hui, mais au contraire un parti isolationniste, qui est vraiment une rupture totale avec le Parti républicain dans le passé. Trump a promis, plus concrètement, de mettre fin à la guerre en Ukraine en une seule journée s'il revenait au pouvoir. Il a aussi déclaré qu'il ne renoncerait pas à sa candidature au présidentiel s'il était inculpé dans l'une des multiples affaires qui le concernent. Pour terminer sur le discours de Trump, plus largement, il a maintenu donc que le Parti républicain est désormais un parti complètement conservateur. Il n'y a plus de modérés dans ce parti, selon lui. Ce qui, à mon avis, n'est pas complètement vrai. C'est juste que les modérés sont, en ce moment, complètement inaudibles. Après, on connaît le rapport de Trump avec la vérité. Mais à part lui, quelles étaient les personnalités présentes qui pesaient ? Alors, au CPAC, il y a toujours beaucoup de journalistes conservateurs. Cette année, il y avait un petit peu moins de politiques, en tout cas ceux qui pensent à se présenter en 2024, parce que c'est difficile de se positionner dans un événement qui est clairement dominé par Donald Trump. Vous l'avez dit, Ron DeSantis n'est pas venu. C'est pour l'instant le challenger principal de Trump pour des primaires républicaines, même s'il ne s'est pas encore déclaré. Venir au CPAC pour Ron DeSantis, ça l'aurait tout simplement obligé à se présenter contre Trump, à se démarquer de lui, ce qui est très dommageable pour sa popularité auprès de la base républicaine aujourd'hui, et en plus assez compliqué puisqu'ils sont tous les deux sur la même ligne idéologique. Mais ça ne l'empêche pas d'exister en parallèle du CPAC. On a donc vu une énorme actualité ce week-end sur les fameuses politiques de Ron DeSantis anti-woke dans son État de Floride. Oui, les fameuses mesures et les fameuses politiques Don't Say Gay. Oui, Don't Say Gay, c'est une loi dont DeSantis a orchestré le vote en Floride et qui interdit la mention de l'homosexualité dans les écoles primaires.
Il va beaucoup plus loin, il a aussi cherché à limiter l'enseignement de la théorie critique de la race, donc tout ce qui porte sur le passé de racisme systémique aux États-Unis. Il veut l'interdire dans son État avec une autre loi qui a été surnommée Stop Woke. Alors, elle n'est pas encore appliquée parce qu'il y a eu des recours dès qu'elle a été votée en fin d'année 2022. Et puis, l'actualité floridienne de ces derniers jours, c'est que les élus républicains de l'État veulent s'occuper de ce qu'on peut appeler la nouvelle panique morale américaine. Il y a eu une panique morale ces dernières années sur les toilettes transgenres. Quelles toilettes les personnes transgenres avaient le droit d'utiliser dans les lycées ou dans les universités? Eh bien, la nouvelle panique morale qui fait l'actualité aux États-Unis aujourd'hui, elle tourne autour des séances de lecture pour les enfants qui sont faites par des drag queens dans les bibliothèques publiques. C'est un genre d'événement qui est très à la mode depuis quelque temps à San Francisco. J'invite les auditeurs qui seraient intéressés à regarder des vidéos sur YouTube. Il y en a qui sont, il faut quand même le dire, assez spectaculaires. Donc vous parlez de panique morale, mais j'imagine que les élus de Floride travaillent sur le sujet sur le plan législatif. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Eh bien, c'était le début de la session législative en Floride, mardi 7 mars, et ces élus républicains ont proposé une demi-douzaine de lois qui interdiraient, par exemple, d'employer les pronoms autres que ceux du sexe biologique des personnes. Un autre projet de loi retarderait l'enseignement sur le genre jusqu'à la classe de 4e, le 8e grade dans le système américain. Je vous en cite une dernière, un projet de loi qui limiterait le poids des études de genre dans les universités d'État en Floride. Eh bien voilà des prises de position qui vont sans doute renforcer la popularité de Ron DeSantis auprès du camp conservateur. Mais revenons au CPAC, qui est le sujet de ce podcast. Pourquoi Nikki Haley, l'ex-ambassadrice de Trump à l'ONU, y est venue ? Eh bien, elle y est certainement venue pour essayer d'augmenter sa visibilité auprès du camp conservateur et républicain, parce qu'il faut dire qu'elle part de très loin dans le match pour les primaires républicaines. Alors, est-ce que la mission a été remplie ? Eh bien, pas vraiment, parce que Nikki Haley, pendant son discours, a appelé à une nouvelle génération de leaders républicains. Elle a aussi demandé au public s'il n'en avait pas assez de perdre, et ça, c'était vraiment des attaques à peine voilées contre Trump. Et du coup, le public lui a répondu en criant « Trump 2024 » à plusieurs reprises, après quoi Nikki Haley est partie assez rapidement de la conférence. Oui, un bilan globalement négatif donc. Oui, parce que le problème de Nikki Haley, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'espace idéologique pour se positionner dans la campagne républicaine à venir, vu qu'il y a déjà deux poids lourds très conservateurs, Trump et DeSantis, et que les modérés, même s'ils existent dans le camp républicain, ne sont pas du tout audibles pour l'instant. Vous avez peut-être regardé, Christophe, son clip de campagne quand elle s'est déclarée le 15 février dernier. Elle y apparaît comme une républicaine raisonnable et modérée, et en même temps, elle fait quelques incursions sur des sujets très conservateurs. Tout cela n'est pas très clair. Ce qui rappelle un peu le positionnement de Kamala Harris dans le camp démocrate. Oui, tout à fait. Bon, il faut peut-être limiter cet échec pour Nikki Haley. Elle a encore plusieurs mois devant elle pour faire ses preuves. Et de toute manière, il faut remarquer qu'il n'y avait pas grand monde dans cette édition 2023 du CPAC. On voit bien sur les photos et les vidéos que la salle n'était pas du tout remplie. Pour conclure là-dessus, on peut dire qu'il y a une base républicaine conservatrice qui soutient toujours Trump résolument, mais peut-être que cette base se resserre aussi petit à petit. Alors allons au-delà de cet échantillon de conservateurs. Que disent les sondages sur l'Amérique entière ? Alors il y a un sondage YouGov qui a été réalisé après la déclaration de candidature de Nikki Haley, c'est-à-dire très récemment. Dans ce sondage, on voit que Trump reste vraiment devant les autres. Si on oppose Trump à DeSantis tout seul, sans aucun autre candidat, Trump a toujours environ 10 points d'avance sur DeSantis. Mais si on oppose Trump à Nikki Haley tous les deux tout seuls, Trump obtient pas moins de 33 points d'avance sur Nikki Haley, c'est-à-dire qu'il l'écrase complètement. Et maintenant, si on teste auprès des électeurs républicains les trois candidatures simultanément, Trump, DeSantis, Haley, ils obtiennent respectivement 43, 31 et 8% des intentions de vote aux primaires républicaines. Mais bon, tout n'est pas complètement ficelé. Un autre sondage, Susquehanna, qui est un institut très bien considéré et qui porte uniquement sur la Pennsylvanie, met DeSantis 5 points devant Trump, 37 contre 32. Je propose qu'on en reparle dans les mois qui viennent pour voir comment ça évolue. Oui, car c'est tôt et puis ça n'est testé que sur la Pennsylvanie, donc c'est peut-être pas très représentatif. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que si Trump n'est pas investi par le camp républicain, ce sera probablement DeSantis, et le point commun, c'est leurs idées conservatrices, voire
très conservatrice. Oui, d'autant plus qu'il y a une frange encore plus à droite que le CIPAC dans le champ politique de la droite américaine. Et là, je voudrais vous parler des NatCon, un mouvement idéologique très particulier sur lequel l'IFRI sort très bientôt, vendredi 10 mars, une nouvelle note de recherche rédigée par l'excellente Maya Candel. Alors NatCon, ce n'est pas une insulte, c'est un mot valise, Laurence. Oui, NatCon, ça veut dire National Conservatives, c'est-à-dire conservateurs nationalistes. Alors, c'est une frange d'intellectuels très très à droite. On pourrait les comparer de ce point de vue à la nouvelle droite française, le Club de l'Horloge, etc., même s'ils n'ont pas exactement les mêmes idées. Les NatCon organisent eux aussi des conférences annuelles, ça a commencé en 2019 et c'est beaucoup plus confidentiel que le CIPAC. Ce sont des panels de discussion entre tous les think tanks de la droite américaine et leur objectif, c'est d'incuber les idées des futurs programmes politiques des républicains conservateurs. Et du coup, ça donne quoi sur le plan idéologique ? Alors, 3 points. Sur la politique, les NatCon défendent un système illibéral fondé sur la religion chrétienne. Leur modèle, c'est très clairement Orban en Hongrie. Sur l'économie, ils sont dans le refus de la mondialisation, le retour d'un certain rôle de l'État. Et là, il faut quand même reconnaître que c'est Biden qui réalise leur rêve le plus fou à l'heure actuelle. 3e point, la politique étrangère. Les NatCon sont complètement opposés à l'interventionnisme américain, celui qu'on a vu dans les dernières années, qu'il soit porté par les néocons républicains ou les idéalistes démocrates. Globalement, à l'heure actuelle, ils sont plutôt contre le soutien que les États-Unis apportent à l'Ukraine. C'est un tout petit peu plus flou concernant la Chine et la défense de Taïwan. On voit là qu'il y a plusieurs courants au sein du mouvement NatCon. Je vous renvoie pour plus de détails à la note de Maya Candel. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont vraiment un poids dans le paysage politique américain ? Ils ont un rôle d'avant-garde idéologique, ça c'est très clair, mais pas seulement parce que dans le système bipartisan américain, il n'y a pas plein de petits partis différents et indépendants les uns des autres, il y a simplement 2 grands partis, un à gauche et un à droite, qui chacun rassemble tous les courants et les chapelles de leur bord politique. Et l'on voit du coup que le courant NatCon est déjà bel et bien présent au sein de la grande tente du Parti républicain. Donc un petit mouvement qui commence déjà à avoir une certaine influence. Nous mettrons le lien vers la note de Maya Candel pour ceux qui veulent en savoir plus. Et pour ceux que ça intéresse vraiment beaucoup, j'annonce d'ores et déjà que la prochaine conférence NatCon aura lieu du 3 au 5 décembre prochain à Washington. Ce sera peut-être l'occasion de reparler de ce mouvement naissant et donc de plus en plus influent au sein du camp républicain. Merci beaucoup Laurence et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal. Merci Christophe, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.